Bonjour à tous, c'est Tommy et David. On vient faire la promo de notre comédie musicale hip-hop Hold Up. On va réagir à 7 scènes que l'équipe a choisies pour raconter l'histoire du hip-hop en France, parce que nous, on y était. C'est la danse ça s'appelle le hop rock. C'est la danse debout, c'est censé représenter la violence, mais un peu comme la capoeira, sans donner les coups. C'est toute l'essence même du hip-hop. Pour moi, je traînais beaucoup avec un mec qui s'appelle Rico, un rappeur de Sarcelles. Et voilà, pour nous, Sarcelles, c'était dans l'avenue du 8 mai, il y a plein de tours. Pour nous, Sarcelles, c'était comme New York. C'est-à-dire qu'on prenait même pas le train pour aller à Paris, à Gare du Nord. On s'accrochait derrière le train comme ça. On s'accrochait derrière le train avec le vent dans la gueule, avec notre ghetto blaster, avec nos gros postes. Le hip-hop, c'était toute ma vie. Le gang qui n'avait pas son ghetto blaster, il n'était pas bon. C'était pas bon. Mais c'est vrai, voilà, Sarcelles, c'était la capitale. Le graffiti, mon frère Van, c'était un des premiers mecs à faire du graffiti avec Dark à Sarcelles. On avait un grand qui s'appelle Enrique qui avait fait la finale de l'émission hip-hop avec Sydney. Aujourd'hui, très spécialement, pas de défi. Aujourd'hui, des invités d'honneur, mes invités d'honneur. Donc c'était Benoît contre Enrique. Et il était considéré comme le meilleur breaker avec Gabin, avec Solo bien sûr, mais dans la finale hip-hop c'était Enrique et il venait de Sarcelles. Donc on regardait sur TF1 et il faut dire qu'en France je crois qu'on était le premier pays du hip-hop au monde. Alors aux États-Unis ils n'avaient même pas encore d'émission télé. Même Yo MTV Rap n'existait pas encore. La première émission télé sur une chaîne nationale dans le monde c'était en France. Et c'était l'émission hip-hop présentée par Sydney. C'est les défis, comment ils sont habillés, le style, ce film-là, il pue le hip-hop. La tenue, tu vois, les tenues, les kawaii, il y avait les fat lacis. À l'époque, il n'y avait pas de fat lacis, c'est des gros lacets, il n'y avait pas, donc on prenait les trucs élastiques de couture de notre mère pour les rentrer dans les lacets, pour faire des gros fat lacis. Il fallait avoir les pumas en daim. Ça veut dire les masques de ski, tu vois, pour le ski, tu les mettais sur la casquette. C'est tout un style. Il y avait les nameplates aussi. Ça veut dire que tu mettais ton nom avec des lettres de fer. On essayait par les moyens comme on pouvait à avoir on mettait un pull à capuche, tout ça. Et puis c'est ça, nous, de notre côté, où on a eu une grosse bêtise. On va y revenir sur notre évolution de notre côté au niveau bandit. C'est que nous, on a été, eux l'ont fait aussi, mais on a été volé à l'étalage. On était jeunes, on allait voler pour avoir les baskets, les bombes de peinture. Les bombes de peinture, parce que nous aussi on était dans le graphe, donc on allait voler. Il faut le dire, il y a eu cet effet vol à l'arrache, vol à l'étalage. Hein, t'as connu ça aussi. Je pense que moins que toi. Et donc ceux qui étaient les plus intelligents, c'est ceux qui restaient droits à faire dans la danse. Mais on va voir l'évolution, on va voir. Là c'est pareil, c'est la boîte mythique Roxy's. On ne sait pas qui vraiment gagne le défi parce que les deux ils font des boucheries de fou. Mais on va dire c'est les. C'est dur. Tu veux pas savoir. C'est dur parce que les deux ils tuent, mais on va dire. Comme à Crazy Legs à la fin, il tourne sur le dos, il fait une coupole, il tourne sur le dos, après il enlève ses chaussures et il se met en araignée. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un coupage au montage mais bon. Parce que les deux sont forts. Voilà, Crazy Legs, il est tellement stylé que on va dire qu'il y a égalité. Il y a égalité. Il y avait cette confrontation entre les gars de la funk et le hip-hop qui arrivait. Mais ceux de la funk faisaient aussi des défis façon funk. Je sais pas si tu te rappelles, les grands écarts, les trucs, t'avais les danseurs, quoi. T'avais les danseurs de funk qui arrivaient, ça faisait la ronde, tout. Ils faisaient des pas de funk et tout, grand écart, tac. C'était les défis intergang, interquartier et tout ça. Et le hip-hop est venu foutre la funk de côté et venir appuyer tout ça. Il y avait les rockers qui se sont fait dégager par la funk s'est fait dégager par le hip-hop. Et personne n'a pu dégager le hip-hop. Voilà, c'est ça. Imbattable. Le hip-hop est là, quoi. C'est pam. Faut pas oublier que le hip-hop c'est inspiré de la funk et que la funk c'est inspiré du rock et du rock c'est inspiré du blues. Donc tout ça fait partie du même arbre généalogique. Moi je suis un très grand breaker. Ouais, je suis un très grand breaker. Ouais. J'ai passé ma vie dans ça. Il y en a qui étaient à l'école, moi j'étais sur mon lino, c'est-à-dire qu'il y en a qui amenaient des cahiers à l'école. Moi j'ai amené un lino en plastique et je le cachais dans la cour de récréation en haut du toit de l'école, et quand c'était la cour de récréation, j'allais le chercher et je breakais. C'est ma vie. Et quand je vois les breakers de maintenant, comment ils break, déjà je me dis, ils sont lourds, ils sont forts. Qu'est-ce qu'ils font avec leur corps? Qu'est-ce qu'ils font? Comment vous arrivez? Nous, on luttait déjà pour passer la coupole. Après, quand je devais passer la coupole, ça allait. Après, quand on devait passer la couronne,
Ça, c'est un peu plus haut. Voilà, c'était comme c'est. Mais quand je vois les jeunes qui font des vrilles, dans notre comédie musicale, là, dans après ils ont moins de style. Pour moi, les nouveaux breakers, ils ont moins de style que à notre époque. Quand tu vois les Rocksteady Crew, les Rocksteady Breakers, le style, il y a moins de style. Mais au niveau des phases athlétiques et gymnastiques, ils sont à des extraterrestres. Ouais. Après, il faut travailler un peu le style. C'est ça. Donc, tout en travaillant, il rappait quand même. Quoi. Il avait ça dans le sang, c'était sa destinée. Quoi. Ouais, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est de montrer que quand tu as une passion, quand tu es destiné à faire quelque chose, même si par la force de la vie, on essaie de te caler dans quelque chose, ta passion, elle te rattrapera toujours. Donc, quand tu as quelque chose à faire, ça ne sert à rien d'avoir un plan B et un plan C. Moi, je dis souvent, mon plan B et mon plan C, le D, je le dynamite. J'ai qu'un seul plan A. C'est ma carrière artistique, c'est l'amour du hip-hop, c'est l'amour du théâtre, c'est l'amour du cinéma. Quand je vois cette scène-là, quand j'étais petit, j'allais avec mon père sur les chantiers et je faisais de la peinture et tout ça. Quand il y avait des vitres, moi, j'étais comme ça devant la glace en train de rapper. Dès que mon père est arrivé, j'étais en train de peindre. Ou bien des fois, comme je faisais de la boxe, ou bien j'étais en train de faire du shadow devant le truc et mon père est arrivé, je me mettais à peindre. Et ce qui est important aussi, dans cette scène-là, ça me rappelle mon premier autographe, je l'ai signé, j'avais les pieds dans les égouts. C'est-à-dire j'avais sorti mon premier album de Mystère Amer, le premier maxi Traître avec Passy et Moda, Mystère Amer. Et c'était du rap hardcore militant. Et je suis dans les égouts en train de tirer des câbles, mon premier boulot, parce que mon fils vient de naître, donc je dois trouver un boulot absolument. Mais j'ai sorti quand même un disque. Et il y a un mec à l'hôpital de Chelles, et il vient me voir, il me dit « Hey, mais t'es Stomy du Ministère Amer ?» Je dis oh, « J'ai les pieds dans les égouts, dans la merde, truc. » Et je dis « Ouais. » Et il me dit « Putain, j'ai ton disque dans ma voiture, j'ai ton CD, est-ce que je peux te le ramener? Tu me fais une dédicace ?» Ouais, bien sûr. Et le mec, il m'amène le disque et je lui signe la dédicace, les pieds dans les égouts. C'est ma première dédicace. Moi, j'avais cette passion pour le théâtre, pour le cinéma, pour la danse, pour la culture et tout. Et comme un imbécile, je suis parti dans la délinquance. J'ai foutu ma vie en l'air dans la délinquance, dans le banditisme. Et je me suis retrouvé moi aussi dans les égouts, mais en train de creuser un tunnel jusqu'à la banque, quoi. Après, ce sont les rencontres, David. Ouais. J'aurais pu faire des mauvaises rencontres aussi. Ça, c'était ta malchance et ta chance. C'est pour ça que tu es là aussi. Tu as été un délinquant et après tu as compris. Tu as pris des grosses années de prison qui t'ont amené vers le droit chemin. Ça a pris plus de temps que moi, mais c'est juste des mauvaises rencontres. Ouais. C'est-à-dire que tu sors de chez toi. Au lieu de prendre à gauche, à droite, tu rencontres un tel qui te dit tiens, tu veux pas travailler? Moi, une fois, je sors de chez moi, un grand quartier me dit tu cherches pas du travail? Je dis ouais, bien sûr, je cherche du travail. Et je dis viens avec moi. Et j'arrive, je prends le train avec lui. Je prends le train avec lui, on arrive à Villiers-le-Bel, on rentre dans un magasin sport, il dit ouais, c'est ici le travail. Allez, vas-y. Il me donne un sac, il me dit allez, ça commence. Il commence à prendre plein de trucs dans les sacs. Et moi, je dis je suis petit, hein. J'ai 15 ans ou 14 ans, je sais pas. Et là, je comprends. Et je dis vas-y, c'est ça le travail. Clac, 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 clac. Pour te dire, comme dans Pinocchio, tu vois, Pinocchio, quand il sort de chez lui, il va à l'école et il rencontre Grand Coquin. Grand Coquin qui lui dit mais c'est nul l'école, viens, on va s'amuser là-bas. C'est juste des mauvaises rencontres. Ouais. Quand t'as un grand frère aussi, moi mon grand frère Vance m'a mis beaucoup de pieds à l'étrier dans les pop. Il m'a montré mes premières phases de break. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ça a été un des premiers à faire des graffitis. Donc il faisait des graffitis, moi je remplissais les lettrages, tout ça. Donc aussi d'avoir un grand frère, d'avoir un mentor aussi. Ouais. Et si t'as pas un mentor, t'as pas un grand frère, donc t'es livré à toi-même aussi. Ouais, c'est ça. C'est plein de plein. En fait, c'est comme une bonne mayonnaise. Il faut que tous les ingrédients soient réunis. Tous les ingrédients sont réunis, c'est-à-dire le caractère, les rencontres, voilà, plein de choses qui font que boum, tu pars par là. Ouais. Et puis le truc, c'est d'avoir le déclic avant. Et donc c'est pour ça que, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que je suis content d'avoir eu le déclic quand même avant d'avoir 80 ou 90 balais sur mon lit de mort en disant pourquoi j'ai pas été dans le théâtre, pourquoi j'ai pas fait, d'avoir des remords et des regrets. Donc quand on voit la scène là de Cool Chain où il travaille, il faut travailler. Stomy l'a dit, il a travaillé dans les égouts, il a du câble et tout ça, mais aller tout le temps quand même vers sa passion, c'est-à-dire après le travail, foncer vers sa passion et quelque chose qui t'anime. Et fuir tous ceux qui vont te dire c'est pas possible, c'est pas pour toi, non, t'y arriveras pas, faut les fuir ces gens-là. Faut croire en soi et foncer. Ne pas avoir de regrets, surtout dans le... Ouais, voilà, c'est ça. C'est là, ce film, il est puissant.
Il faut le même film en France avec le ministère Hammer. C'est tout. Il faut. À tous les producteurs là qui entendent, qui écoutent, tous les jeunes, mettez vos avis. Il faut que le ministère Hammer ait son film comme le NW. Vous allez vous prendre une gifle pareil. Après, voilà, le Compton, c'est le film sur NWA, produit par Ice Cube et drivé aussi par Dr. Dre. Après, petit regret, il n'y a pas assez du rappeur MC Rain dedans, parce que c'était plus que ça. Mais tu es obligé de faire un choix, surtout dans un film de 2 heures. Tu ne peux pas vraiment axer le film sur tous les personnages. Mais ça retrace bien quand même la vie de Dr. Dre et Ice Cube, le côté artistique. Le côté rue, tout le côté qui vient vraiment de la rue, surtout Ice Cube qui est dans le deal à un moment, dans le début, qui vraiment a l'intelligence, et on voit que l'art le sauve, quoi, l'amène vers le hip-hop et voilà, parce qu'il aurait pu très bien mal. Voilà. Ouais, quand tu es dans le hip-hop et que tu viens des quartiers, faut toujours faire attention. Quand tu es dans ton quartier et que tu commences à gagner beaucoup d'argent, ça peut être aussi dangereux. Ah oui. En même temps, c'est bien de rester dans son quartier et de toujours avoir une connexion avec son quartier pour leur montrer que tu t'en es sorti et d'être, je ne vais pas dire un modèle, parce que de là d'où on vient, je ne sais pas si on est des modèles et personne n'est parfait, mais de montrer aux jeunes, voilà, je m'en suis sorti grâce à mon art, toi aussi tu peux le faire. Mais aussi, il faut faire attention, parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup de jalousie. Ouais. Il peut aussi y avoir beaucoup de jalousie, des règlements de compte. Un exemple bête, tu as de l'argent, tu es dans le quartier, des mecs qui ont des embrouilles. Frérot, tu peux pas nous acheter des fusils à pompe. On a des embrouilles avec des mecs du quartier à côté. Tu vois, ouais, ou bien, oh frérot, je suis en galère, tu peux pas m'avancer mon kilo de shit ou. Tu vois. Dans les quartiers, en fait, c'est comme partout. T'as des bons, t'as des méchants. Dans le monde entier, c'est comme ça, dans tous les domaines. Et dans les quartiers, c'est pareil. Tu vas avoir des bons gars qui vont te féliciter pour ta réussite, qui vont être fiers de toi, qui vont être contents pour toi et tout, qui vont dire ils vont te voir, ils vont être heureux pour toi, même s'ils sont dans la galère totale, ils vont être dans une merde noire, ils vont te voir, t'as réussi, ils vont être super contents pour toi. Mais t'en as aussi qui sont méchants, c'est des méchants, c'est des chiens, voilà. Il faut être conscient de ça. Voilà, faut être conscient de ça. Et qui eux, et ces méchants peuvent venir en disant, tu sais, la jalousie, et puis il y a les drogues, il y a la défonce, tout ça qui leur défonce le cerveau aussi. Il y a aussi l'image aussi de ceux qui se noient. C'est vraiment cette image-là. Ceux qui se noient, eh bien, ils vont t'emporter avec eux. Ils sont en train de se noyer, ils sont dans une galère totale, et comme le réflexe d'un noyé, quoi, c'est de t'attraper. Moi, je me noie, tu te noies avec moi. Viens avec moi. Il faut savoir couper. Faut savoir couper. Faut savoir couper. Une fois, on m'a raconté un truc à Sarcelles. Il y a un mec qui gagne au loto dans le quartier. Cet imbécile, il va dire « Ouais, j'ai gagné le loto. » Il y a un grand du quartier, il y a une légende à Sarcelles. Je ne vais pas dire son nom. Le lendemain, il vient, il toque chez lui. Toc, 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 toc. Ouais, t'as gagné au loto? Ouais. Viens avec ta carte bleue. C'est ça. Tic, 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 tu vas retirer. Ouais. Demain, je viens à 10h, on va retirer encore. Heureusement que le lendemain, il est arrivé, le mec, il avait déménagé. Ah oui. Voilà, c'est la scène où Dr. Dre là, envoie l'instru de California Love. Et en fin de compte, ce morceau-là, à la base, c'est un morceau solo à Dre. C'est que solo. Et Tupac, quand il entend cet instru, il dit non, frérot, faut que je sois dessus. Faut que ça soit sur mon album All Eyes on Me. Ah oui. Et il prend le morceau et c'est grâce à ce morceau que Tupac devient vraiment le Tupac qu'on connaît. C'est son vraiment plus gros tube interplanétaire. Et juste après, voilà, on entend des coups de feu. Mais ça, c'est quand tu es en studio, tu arrives, il y a tous les mecs de ton quartier, les mecs de ton gang qui sont en studio, ça peut arriver à n'importe qui. Mais vous êtes fait virer de Radio Nova comme ça, à un moment, pas virer, mais je veux dire à Radio Nova, sur la fin, ça devenait vraiment tous les gangs des quartiers qui venaient, ouais, mais ça vous soutenir. Lionel D, j'irais bien, Lionel D et Dynasty. Ce qu'on voit sur une cassette qu'on peut retrouver encore sur YouTube, où il dit oh, doucement les gars, doucement, on n'est pas dans le quartier là, tout ça, c'était tendu à un moment Radio Nova. Lionel D, ça va, c'était le grand frère, il gérait bien son
son truc en maître de cérémonie et dynastie, on le respectait Mais tellement. et là où je vois, moi, cette scène-là, où moi, je serais tenté à te demander, c'est sur l'enregistrement de votre album 95-200, où il y a, par exemple, les Raquel Lascar, où je flirte avec le... Même, tu m'avais raconté même un début, une fois, quand vous faisiez, t'es rentré dans la cabine pour faire Je flirte avec le meurtre, avec les cheveux, tout ça, comment t'étais... Il fallait que je sois en transe, quoi. Surtout quand j'ai fait le morceau Sacrifice de poulet, c'est ça. J'avais un côté... c'est ça. Sacrifice de poulet, tu m'avais dit. Fallait que j'avais un côté un afro, un côté tressé, un côté un afro, un côté un tressé. Il fallait que je sois vraiment en transe. Fallait que mon physique corresponde aux lyrics et à la transe que j'allais mettre dans le morceau. C'est pour ça que j'ai toujours fait attention de toujours régler mes histoires avec d'autres des quartiers ou d'autres de gangs, parce que la rue peut te rattraper à n'importe quel moment. Il y a une vidéo de moi où je parle, où je dis ça sert à rien de s'embrouiller en France avec des mecs, parce que c'est pas comme New York, Los Angeles. Tu peux dormir en studio et un mec d'un gang d'avant il te réveille, ou bien t'es sur les Champs-Élysées et on te tape et tu te retournes, il y a ton passé qui ressurgit. J'ai toujours fait attention d'aller toujours régler mes problèmes, même aller dans une cité tout seul à attendre devant 100 personnes et dire voilà, je viens pour un tête-à-tête. Voilà, c'est important parce que la rue te rattrape toujours. Venez voir cette comédie musicale hip-hop, elle s'appelle Hold Up. Dedans, vous aurez Stomy, Passy, Lino, Calbo d'Arsenic, plein d'autres acteurs, des chanteurs de la nouvelle génération, des danseurs. Il y a Olaf, le chorégraphe, qui nous a fait avec ses danseurs des plateaux de danse magnifiques hip-hop. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, venez voir ça. Vous allez sur. Ils sont basés sur ta vie de délinquant, de mec d'ex-délinquant, d'ex-bandit, qui a fait 10 ans de prison. Donc il y a la rédemption de David, il y a son histoire d'amour avec sa femme Nora aussi. Voilà, il a une très belle histoire. Il a eu un parcours excitant, un parcours dramatique, tragique et à la fois magique. Donc venez voir la comédie musicale inspirée de la vie de David Decolo. Il s'appelle Hold Up, tiré de son spectacle Écrou et des rires. Et voilà, vous allez vous éclater. Et surtout, si je peux me permettre, si on pouvait ne pas couper ça, il y a beaucoup de gens, en regardant cette vidéo, et puis on se dit, ils vont entendre la promo qu'on fait sur ce spectacle Hold Up, ils vont se dire oui, il y a quand même un ancien bandit dedans qui raconte sa vie. Il y a vraiment du message. On a trouvé cette idée avec Stomy, que ce soit dans Écrou et de rire ou dans Hold Up, c'est d'apporter tout ce message pour lutter contre la récidive, faire de la prévention de la délinquance, faire de la justice restaurative. On a trouvé cette méthode à travers les spectacles, à travers l'humour, la danse, le rap, le hip-hop. Voilà, venez en juger en le voyant le spectacle et ce qu'on apporte comme message pour toute cette jeunesse qui se gâche. Amenez vos enfants, tout ça, il y a vraiment du message en plus de l'humour et de la danse et du rap. Je pense qu'on est à la fin du spectacle, on serre la main des gens, on en discute. Venez en parler avec nous. Lui, il est au début même. Il est même à la BSD au début, à la fin, pendant le milieu, il est partout. À chaque fois, il m'attrape, il me dit concentre-toi, ça y est, c'est à nous, tout ça. Je dis j'ai tout fou. Il y a le concentré. En tout cas, c'était un honneur. Merci. 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 Trop bien les gars, après ça c'était super.